Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 73e pardon même, R&D Corner, le deuxième donc de cette année 2022. Donc nous sommes réunis ce matin donc pour un panorama des appels à projets en cours donc de la R&D fait par Cap Digital. Avant de commencer, je vous rappelle donc les petites règles. Donc, vous avez bien entendu un chat pour discuter et un onglet questions pour poser vos questions tout au fil donc de la présentation. Questions auxquelles nous efforcerons donc de répondre après donc les présentations de chaque intervenant. Donc, je suis Manuel Singla, chargé de mission R&D. Donc, j'ai rejoint l'équipe R&D depuis le début de cette année 2022. Et donc, je suis accompagné ce matin donc de l'équipe recherche, développement et innovation de Cap Digital, Christelle Ayache, donc présente, Sarah El Jabri, Jennifer Lecomte et Philippe Leroy. Donc, nous sommes vos interlocuteurs privilégiés chez Cap Digital pour tous vos projets donc, de R&D. Ce matin, nous allons, alors, je vais vous faire une petite présentation dans un petit moment donc, de ce qu'est Cap Digital. Et ensuite, nous allons donc détailler avec vous donc, les appels à projets régionaux, nationaux, avec donc l'intervention de Estelle Morin de BPI France et de Marie Gandebeuf de l'ADEME qui vont nous présenter donc le concours Innov. Et ensuite, nous allons faire un petit focus donc sur des appels à projets européens, notamment avec Reda Noisser du CEA List qui nous présentera le projet Reach et son incubateur. Et enfin, nous terminerons par les événements à venir. Donc, commençons de suite par Cap Digital. Donc, Cap Digital, qui sommes-nous? Nous sommes donc le pôle de compétitivité de la transition numérique et écologique en Île-de-France et dans les Hauts-de-France. Donc, nous sommes une association qui regroupe un peu plus de 1000 membres et qui a été créée il y a une quinzaine d'années donc, autour de ces deux thématiques. Cap Digital, c'est donc beaucoup de startups et de PME donc, qui compose donc notre écosystème de l'innovation, mais aussi donc des universités et des organismes de formation, des grandes entreprises et des fonds d'investissement. Aujourd'hui, donc comme aujourd'hui le R&D Corner, une des missions de Cap Digital est également donc l'organisation d'événements afin de sensibiliser donc tous les acteurs de l'écosystème donc à toutes les opportunités de financement, de networking ou encore de réseautage de l'écosystème. Et Cap Digital s'appuie donc pour ça sur une équipe donc de plus de 160 experts et de 40 collaborateurs permanents. Donc quelques chiffres clés à propos de Cap Digital. Cap Digital donc a reçu depuis sa création en 2006 un peu plus de 3000 projets à R&D, dont plus de 1700 ont été labellisés par le pôle et 800 financés donc, par des différents financeurs. Au total, les entreprises soutenues par Cap Digital ont levé plus de 500 millions d'euros. Et 33% donc, de ces entreprises se retrouvent donc, dans le dernier Next 40. Chez Cap Digital, on fait aussi donc pas mal de transformations numériques puisque plus de 100 mises en relation qualifiées ont été réalisées donc cette dernière année et nous soutenons aussi beaucoup de projets donc d'open innovation. Sur l'Europe, quelques chiffres clés. Le pôle donc de compétitivité depuis sa création a été impliqué dans plus d'une quarantaine de projets européens et compte plus de 200 structures partenaires en Europe.
Et pour la seule année donc 2020, on était présent donc dans plus d'une dizaine de projets européens. Donc après ces quelques chiffres, quelques informations sur comment nous rejoindre. Donc comme je vous ai dit, on est un écosystème et un collectif qui rassemble donc plus de 1000 acteurs de l'innovation numérique en Île-de-France et dans les Hauts-de-France. Donc l'adhésion au pôle est payante mais très attractive, puisque vous voyez donc sur cette slide que la cotisation pour les startups et PME commence à peine à 200 € et ensuite s'échelonne un petit peu plus en fonction donc du statut un peu plus important de votre entreprise ou de votre structure. Donc, pour revenir à la R&D et à la mission donc de notre équipe présentée un petit peu plus tôt, vous voyez sur cette slide donc tout l'accompagnement que notre équipe peut proposer à votre structure tout au long de son parcours en recherche et développement. Donc, comme ce matin, une de nos premières missions, c'est la sensibilisation. C'est pour ça donc que ces R&D Corner, tous les premiers mardis du mois, sont organisés donc par l'équipe R&D. Ces R&D Corner donc servent aussi à inviter donc des financeurs qui viennent vous présenter directement leur appel à projet. Nous réalisons également donc des diagnostics, des rendez-vous dans lesquels nous estimons donc la maturité de votre projet et nous essayons de vous flécher donc les appels à projets qui seraient le plus pertinents pour le développer. Nous pouvons aussi faire de la mise en relation, donc en recherchant un partenaire qualifié pour essayer donc développer votre projet ou de trouver un laboratoire de recherche ou un terrain d'expérimentation afin de postuler donc à un appel à candidature. Nous faisons aussi donc grâce à notre réseau d'experts de la labellisation. On y viendra donc par la suite, mais pour certains appels à projets, les pôles de compétitivité peuvent labelliser donc les projets qui sont déposés et apposer donc le sceau d'une certaine excellence reconnue par notre communauté d'experts. Ensuite, l'accompagnement R&D propose aussi donc de travailler donc la visibilité de vos projets, notamment quand ils sont sélectionnés par des appels à candidature, et de le valoriser avec donc des partenaires industriels, mais aussi à l'international. Donc, comme présenté un petit peu plus tôt, l'équipe R&D donc s'appuie sur un réseau d'experts. Ce réseau d'experts donc permet donc de valoriser votre projet. Donc, on a plusieurs types d'experts, des experts très techno, donc qui vont s'intéresser donc à toutes les technologies donc qui peuvent jalonner votre projet. Des experts plutôt marché qui seront plus intéressés par exemple la santé numérique ou la ville durable. Et enfin, des experts prospectives et sciences humaines qui vont ici s'intéresser par exemple à des thématiques un peu plus en aval de votre projet. La R&D, qu'est-ce que ça comporte? Donc, définition et financement. Alors, la R&D telle qu'elle est définie par le manuel de Frascati englobe donc la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement donc expérimental. Selon les règles de l'OMC, un État n'a pas le droit donc d'aider les sociétés de son territoire, sauf pour soutenir financièrement les activités de la R&D. Donc, il y a deux règles qui sont très importantes dans les appels à projets. La première, c'est la règle des minimis. Donc, elle concerne toutes les entreprises européennes et elle dit que pour le développement commercial, une entreprise peut prétendre jusqu'à 200 000 € uniquement d'aide publique sur une période de 3 exercices fiscaux consécutifs.
Et la seconde règle, c'est celle donc des régimes R&D et qui permet donc le développement de la recherche, du développement et de l'innovation dans une entreprise. Donc cette règle permet le soutien des pouvoirs publics dans le processus de R&D des entreprises innovantes et selon des conditions précises via des multiples dispositifs, soit individuels, soit collaboratifs. C'est donc dans le cadre de cette règle qu'on va vous présenter donc des appels à projets R&D ce matin. Alors, j'ai vu passer une petite question sur le TRL dans l'onglet chat. Je vous rappelle donc qu'il y a un onglet questions spécifiques, mais par rapport au TRL, on voit sur cette slide donc l'échelle TRL. Donc TRL, qu'est-ce que ça veut dire en anglais? C'est Technology Readiness Level. En bon français, on pourrait traduire par l'appétence technologique sur la maturité de votre solution. Donc, il y a 9 échelles du TRL, 9 niveaux sur lesquels votre solution est plus ou moins prête à accéder au marché. Et donc, on voit ici sur cette slide quelques des appels à projets qui vont être présentés ce matin et qui reprennent l'échelle TRL telle que présentée ici. Ça en est tout pour la présentation de Cap Digital et l'introduction à la R&D. Donc, on va tout de suite passer aux aides et appels à projets régionaux de l'Île-de-France. Et donc, plus particulièrement ce matin, 2 appels à projets vont nous intéresser en Île-de-France. Le premier, c'est InnovUp Leader PIA 4. L'appel à projet InnovUp Leader PIA 4 est opéré par la région Île-de-France et BPI France. Il va soutenir des appels à projets qui vont durer entre 1 et 2 ans et qui vont avoir un budget de 75 à 100 000 euros. L'aide proposée par les 2 financeurs va pouvoir aller jusqu'à 50% du montant du budget présenté et va se décliner en 2 tiers de subvention et 1 tiers d'avance récupérable. Cet appel à projet s'adresse à toutes les PME et TPE et ETI franciliennes et se repose sur plusieurs critères de sélection, dont par exemple le degré de rupture et le caractère innovant du projet, le potentiel commercial, les potentiels retombées économiques et emplois sur le territoire francilien, etc., la qualité du projet et la capacité du porteur à porter le projet. Donc, il y a 3 vagues pour cet appel à projet cette année. Donc la prochaine se situe le 11 mars 2022 et vous en aurez d'autres le 3 juin et le 9 septembre. Vous pouvez soumettre votre appel à projet à Cap Digital pour labellisation jusqu'au 18 février. Et nous ferons expertiser votre projet par notre réseau d'experts avant labellisation ou non. Cet appel InnovUp Leader PIA 4, il a plusieurs thèmes privilégiés sur le territoire francilien que vous retrouvez sur cette slide et qui sont l'industrie du futur, le quantique et l'intelligence artificielle, la cybersécurité, l'hydrogène, la santé et tout autre thème se rapprochant à une filière industrielle. Un autre appel à projet régional, qui est différent du Leader PIA 4, c'est l'appel à projet InnovUp. Cet appel à projet, il va soutenir les projets d'innovation qui vont passer de l'idée à la commercialisation. Donc, on va se situer dans une maturité un peu plus tardive, si on reprend l'échelle TRL qu'on a vu tout à l'heure.
Et surtout, cet appel à projet va concerner les projets avec un budget un peu plus conséquent, jusqu'à 3 millions d'euros. On est toujours sur un taux d'aide entre 25 et 70%. La particularité de cet appel à projet, c'est qu'il n'y a pas de vague précise de dépôt, mais plutôt un dépôt au fil de l'eau. Et donc, si vous voulez prétendre à une labellisation, il va falloir déposer votre projet chez Cap Digital 2 semaines avant la date de dépôt envisagée. Et nous ferons comme appel à InnovUp Leader PIA 4, passer votre dossier à notre réseau d'experts. Les critères de sélection pour cet appel à projet sont toujours le degré de maturité et de risque porté par l'entreprise, le potentiel économique, l'ancrage territorial et bien entendu la qualité du projet. Voilà pour les appels à projets régionaux. Maintenant, je vais passer la parole à Christelle pour les appels à R&D nationaux. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Vous devez normalement bien m'entendre. On a la chance ce matin pour nous présenter la nouvelle vague, la vague numéro 9 du concours Innov, d'avoir à la fois Estelle Morin, qui est chargée de développement chez BPI France, et Marie Gandebeuf, chef de projet financement et PIA à l'ADEME, qui vont nous présenter toutes les deux cette nouvelle vague concours d'innovation Innov qu'on attendait, qui est publié, qui clôture dans pas si longtemps que ça. Donc, c'est maintenant. Il faut bien écouter, poser toutes vos questions, n'hésitez pas. Et je vais laisser tout de suite la parole à Estelle et Marie. Merci beaucoup, Estelle. Vous avez normalement toutes les deux la main sur la présentation. Et surtout, n'hésitez pas n'oubliez pas de poser vos questions dans l'onglet questions, s'il vous plaît, et pas dans l'onglet chat. Ça permet ensuite de pouvoir répondre et que tout le monde puisse profiter des réponses. Merci beaucoup. Merci Christelle. Bonjour à tous. Donc voilà, Estelle Morin, BPI France. Je vais vous parler du concours Innovation Innov qui s'ancre dans un continuum de financement opéré par BPI France, qui est donc les concours d'innovation avec en premier lieu IPHD, que vous connaissez peut-être, ILAB et Innov qui arrivent en troisième. Donc le concours d'innovation, c'est un appel à projet qui est un dispositif du programme d'investissement d'avenir qui a pour vocation de sélectionner des projets d'innovation au potentiel fort pour l'économie française. Donc dans leur domaine, donc créer des entreprises leaders dans leur domaine. Et donc, on a lancé la 9e vague début janvier avec une clôture qui aura lieu le 22 mars 2022 à midi, heure de Paris. La 9e vague, donc, il y a quelques petites particularités pour ceux qui sont familiers du concours innovation. On les reprécisera au fur et à mesure de la présentation. Et donc, ce concours est opéré par BPI France en collaboration avec l'ADEME. Merci Marie d'être présente aussi pour présenter les thématiques qui seront instruites par l'ADEME. Voilà, donc pour cette vague 9, il y a 4 thématiques différentes. Voilà. Donc il y a 2 thématiques numérique et santé, opérées plutôt par BPI France, où là il faut vraiment avoir une innovation de rupture. C'est vraiment ça qui est attendu. Sur les technologies numériques, sur la santé, les produits et services qui peuvent entourer tout le domaine de la santé au sens large. Et après, il y a 2 thématiques plutôt sur la transition écologique, donc la thématique transport, mobilité, ville et bâtiments durables. Donc voilà, tout ce qui va être autour des transports décarbonés, des bâtiments durables et de l'aménagement de la ville. Et nos thématiques énergie, ressources et milieux naturels ou énergie renouvelable, économie circulaire, adaptation au changement climatique, eau et biodiversité. Donc voilà, on a vraiment regroupé toutes les thématiques de la transition écologique en 2 thématiques différentes. Donc voilà pour ces thématiques de la vague 9. Et donc votre projet doit vraiment rentrer dans l'une de ces 4 thématiques. À la fin, on a aussi mis des annexes où en fait on décrit un peu plus chaque thématique, mais voilà, on pourra y repasser s'il y a des questions dessus. Donc, le concours Innov, c'est un concours d'excellence qui est dédié aux projets innovants monopartenaires portés par une start-up ou une PME et qui donc conduisent à favoriser l'émergence accélérée d'entreprises leaders dans leur domaine, comme je précisais, qui peuvent prétendre, entre autres, à une envergure internationale. Donc,
les critères d'éligibilité, c'est donc en premier lieu donc, des projets monopartenaires. On est vraiment sur le principe une entreprise porteuse de projets et donc qui doit être une PME au sens communautaire. On pourra repréciser au besoin. La taille des projets, donc ça c'est la nouveauté de la vague 9, c'est que désormais les projets attendus doivent avoir des assiettes, présenter un budget de 1 à 5 millions d'euros. Voilà, donc la limite basse a été rehaussée à 1 million d'euros. La durée des projets, de manière générale, c'est des projets qui sont entre 12 et 36 mois et donc qui couvrent sur l'une des thématiques présentées précédemment. Donc désormais, on a 4 thématiques et ces thématiques sont vouées à être renouvelées de manière systématique pendant toutes les prochaines vagues. C'est encore une nouveauté de la vague 9, c'est que désormais, c'est des thématiques un petit peu plus larges, donc comme le présentait Marie, santé, numérique, transport, mobilité, énergie, ressources, et donc qui seront amenés à réapparaître en vague 10 et les prochaines vagues. Le dépôt des candidatures se fait, donc il y a un dossier de candidature, il y aura le lien dans la présentation que vous pouvez télécharger, compléter et déposer sur la plateforme de dépôt de BPI France. Au niveau des critères de sélection, donc on regarde particulièrement le caractère innovant et la valeur ajoutée du projet, comme le précisait Marie juste avant. On cherche vraiment des projets d'innovation de rupture, en tout cas sur les thématiques BPI France, entre autres. Donc on va regarder la maturité du projet. Donc là, on parle de TRL, il y a une question là-dessus. Donc je confirme, on attend bien des projets avec des TRL entre 5 et 7, on va dire, en début de projet, et qui à terme arrivent sur du 8-9, la mise sur le marché d'un produit innovant. Sachant qu'il n'y a pas de limite, c'est pas un critère d'inéligibilité. Donc un TRL, un projet qui serait un petit peu moins mature au début, mais qui à terme arrive à un niveau de maturité suffisant, considéré comme suffisant dans le cadre du concours, est tout à fait éligible. On regarde ensuite le degré de rupture, ça j'en ai parlé. La capacité du porteur à porter le projet, ça va s'axer sur, il y a 2 axes. C'est la capacité financière du porteur à porter le projet, donc à pouvoir cofinancer. Le projet, dans le concours Innov, on est sur des taux d'aide qui sont entre 35 et 45% en fonction de la taille de l'entreprise, si c'est une petite entreprise ou une moyenne entreprise. Donc la capacité financière, ça va être donc cette capacité à avoir les 55% ou 65% restants, sachant que dans le versement des aides, on a cette règle qui est désormais connue du 1 pour 1, donc 1 euro d'aide pour 1 euro de fonds propres. Et l'autre capacité du porteur qu'on va regarder, c'est la capacité opérationnelle. Donc, ça va être au niveau des compétences de l'équipe. On va s'assurer qu'il y a bien les compétences en interne pour développer ce projet. On a un critère de sélection aussi qui est donc au niveau de la performance environnementale du projet. Et ça nous a amené à avoir désormais une nouvelle annexe dans le cahier des charges qu'on présentera un petit peu, une nouvelle annexe dans le dossier de candidature qu'on présentera après. Le bénéfice environnemental du projet, les impacts sociétaux, donc ça va être toutes les retombées économiques et sociales du projet sur le territoire français qui sont regardées, qui font partie des critères de sélection. Le modèle économique, donc ça, c'est un point important qui vaut le coup de repréciser, c'est que dans vos dossiers de candidature, dans la candidature au concours Innov, c'est à la fois important de bien préciser la partie technique, donc le développement technologique, les verrous techno qui vont être levés, le degré de rupture, etc., mais aussi toute la partie économique. C'est vraiment bien pris en compte. Donc, si vous avez déjà une étude de marché, l'analyse de la stratégie d'accès marché, le modèle économique de votre projet, il faut que ce soit déjà suffisamment mature. Et donc, c'est optionnel, c'est un bonus, la labellisation par un pôle de compétitivité, comme ça vous a été présenté par Manuel en début de présentation. Voilà, au niveau des modalités de financement, j'en ai déjà un peu parlé, 45% pour les petites entreprises, 35% donc de l'assiette éligible du projet pour les moyennes entreprises. Au niveau des dépenses éligibles, ça va être tous les salaires de personnel, il va y avoir des frais connexes forfaitaires, donc c'est un forfait, la sous-traitance dans la limite de 30%, et tout ce qui va être lié aux amortissements, les achats de consommables, etc., qui sont éligibles pour une aide d'État. Le financement, il se fait donc à 75% sous forme de subvention et à 25% sous forme d'avance récupérable. Et le versement, une fois que vous êtes lauréat, se fait donc dans une première tranche de 20%. C'est également une nouveauté. Désormais, ça sera un premier versement à 20%. Ensuite, on décide au moment du contrat donc de 1 ou 2 versements avec des étapes clés. Et enfin, un solde de versement à la fin du projet. Oui, donc, sur le dossier de candidature, donc le dossier de candidature, c'est un ensemble de documents qu'il faudra remettre du coup sur la plateforme de BPI France. On vous a mis le lien, vous pourrez y aller. En fait, tout est à mettre avant
le 22 mars à midi. Donc voilà, on vous encourage aussi à anticiper, parce que voilà, il peut y avoir des problèmes informatiques, ça arrive toujours, ou alors des problèmes d'annexe. Donc, on vous encourage à télécharger dès maintenant tout le dossier de candidature, regardez un peu ce qu'il faut rentrer comme données. Si vous ne comprenez pas, nous poser la question. Et voilà, et bien aussi anticiper, mettre au fur et à mesure télécharger les annexes au fur et à mesure sur la plateforme pour pas tout faire le 22 mars à 11h. Voilà, ça peut générer du stress. Donc voilà, on vous encourage vraiment à anticiper. Donc, il y a différents documents. Un document Word juste de présentation du projet et de l'entreprise. Donc, voilà, il faut présenter au maximum, essayer d'être exhaustif. Donc, voilà, vous me précisez bien que tout le dossier que vous nous remettez est strictement confidentiel. Donc, n'hésitez pas, en fait, à mettre des détails techniques parce que sinon, en fait, de temps en temps, on ne peut pas voir le caractère innovant ou vraiment les verrous technologiques que vous allez lever si vous restez trop général et trop large. Donc, voilà, n'hésitez pas à vraiment rentrer dans les détails et pour qu'on comprenne bien votre projet. Après, il y a une présentation PowerPoint sous forme de slide. Voilà, ça c'est pour une présentation générale, pour mettre des photos aussi, voilà, pour voir un peu à quoi correspond votre projet. Une annexe impact environnemental dont Estelle a déjà parlé. Donc en fait là, c'est une nouvelle annexe depuis la vague 8 où en fait on reprend en fait les grands critères, la lutte contre le changement climatique, la lutte contre les pollutions, la gestion des ressources par exemple. Et là en fait, il faut que vous mettiez une valeur entre -2 et +2 de l'impact de votre projet sur ces critères-là. Donc, il ne faut pas hésiter à être neutre. En fait, vous n'avez pas, n'inventez pas des valeurs. Voilà. Donc, il y a cet aspect-là. Si vous êtes neutre, ce n'est pas grave. Il faut plus, voilà, vous poser des questions. Si vous avez un impact négatif, là, il faudra vous poser des questions sur votre projet. Après, voilà, on regarde aussi l'impact sociétal, l'impact numérique et l'impact humain. Est-ce que vous allez embaucher des gens ou pas? Après, il y a l'annexe financière. Donc, voilà, ça va être toute la base de coûts qui va montrer, voilà, où les dépenses que vous allez faire pendant le projet, avec aussi un plan de financement et des prévisions économiques pour votre projet. Un résumé d'une page pour une communication publique. Donc, ça, c'est des fiches lauréats que vous retrouverez après. En fait, vous pouvez déjà aller regarder les fiches lauréats d'anciennes vagues. Donc, ça peut aussi vous intéresser de voir qu'est-ce qui a déjà été financé par le concours innovation et de voir en fonction de votre projet, est-ce que vous êtes dans les clous ou pas. Regardez un peu, voilà, les anciens lauréats. Il y a jusqu'à la vague 7, je crois, qui sont là. Donc, ça fait déjà un bon vivier de lauréats, autant BPI France que l'ADEME qui sont déjà en ligne. Donc, vous pouvez regarder ça et voir aussi, voilà, est-ce que ça vous correspond ou pas. Et après, comme voilà, Estelle et Capdigital vous en ont parlé, vous pouvez aussi avoir une lettre de labellisation. Et n'hésitez pas aussi à mettre tous les annexes que vous souhaitez. Ça peut être des lettres d'intérêt, une annexe technique en plus qui ne rentrait pas dans la présentation du projet qui est quand même qui doit être assez courte. Donc, n'hésitez pas à rajouter des annexes en plus si vous pensez que ça pourra intéresser et voilà, être bénéfique pour votre dossier. Et après, voilà, les documents un peu plus administratifs, les CABIS, les RIB, les liasses fiscales, les statuts, voilà, en plus. Donc, voilà, tout c'est quand même, ça prend un peu de temps. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous dis bien d'anticiper et de tout mettre ça après sur la plateforme de dépôt de BPI France. Et donc, on a une petite slide sur le process de sélection qui est toujours intéressant avec le calendrier de la vague 9. Donc, on aura la clôture de l'appel à projet le 22 mars à midi. C'est important, voilà, midi, heure de Paris. Ensuite, on aura une phase de présélection. Donc, c'est l'étude par les instructeurs de BPI France et de l'ADEME de vos projets. Suite à cette phase de présélection, donc qui se terminera courant avril 2022, il y aura une semaine d'audition pour les projets présélectionnés. Vous pouvez déjà réserver, donc c'est la semaine du 9 mai 2022 qu'auront lieu ces auditions. Les auditions, donc on a un jury d'experts qui intervient dans ces cas-là. Donc c'est à la fois un expert BPI France ou ADEME en fonction de la thématique dans laquelle vous avez déposé, et ils sont accompagnés d'experts indépendants qui viennent compléter ce jury et éventuellement d'experts ministériels si besoin. Suite à la phase d'audition, donc après cette semaine d'audition, vous êtes informé si votre projet a reçu un avis favorable ou non. S'il a reçu un avis favorable, vous rentrez dans ce qu'on appelle une phase d'instruction. Donc c'est vraiment l'étude détaillée de votre projet, de toute la partie financière pour évaluer du montant d'aide dont vous pourriez bénéficier et décider si vous êtes lauréat ou non du concours Innov. Donc ça dure, ça fait environ 1 mois et demi d'instruction des projets. Vous pourrez au besoin être contacté par les experts pour une réunion, voilà, au besoin entre la phase d'audition et la décision de financement. Ensuite, donc, on a notre décision de financement qui aura lieu courant juillet 2022, puis la notification des lauréats et le conventionnement avec BPI France.
Donc, tout est opéré par BPI France. Voilà, ça fait partie des nouveautés. Et l'ADEME intervient sur toute la partie présélection, audition, instruction en fonction des thématiques. Voilà, il y a une répartition de thématiques BPI France, de thématiques ADEME. Donc, le calendrier 22 mars 2022 à retenir. Donc, les annexes, éventuellement, si vous avez des questions, on pourra revenir dessus. Vous aurez les présentations, vous aurez les slides. On a un petit peu précisé ce qui était attendu dans les thématiques, résumé ce qu'il y avait dans le cahier des charges, donc thématique santé, transport et énergie. Vous avez nos coordonnées, concourinnovation@bpifrance.fr pour toutes vos questions. Et puis, si déjà vous savez que vous identifiez sur des thématiques ADEME, n'hésitez pas à contacter concourinnovation@adem.fr. Et donc, pour BPI France, vous avez nos coordonnées Claire, ma collègue et moi. Et je viens de voir qu'on n'avait pas mis Marie. Tu pourras éventuellement les redonner. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez... Voilà, je suis disponible s'il y a des questions. J'ouvre le... Merci beaucoup. Merci Estelle. Tout à fait. Tu as répondu à pas mal de questions, mais on va les rappeler rapidement, en tout cas pour les plus importantes qu'on nous repose souvent. Effectivement, alors, pourriez-vous... Il y a Hervé qui nous redemandait en fait le principe de critère de PME. Présenter le critère PME, une start-up sans CA est-elle éligible? Oui, en fait, sans CA, oui, mais pas sans fonds propres. Allez. En fait, il ne faut pas que l'entreprise soit vraiment, quand on a les critères d'éligibilité, c'est que l'entreprise ne doit pas être en difficulté. Après, si pour l'instant elle n'a pas de fonds propres, mais qu'elle nous démontre qu'elle en aura au moment de la convention, c'est possible. C'est pas un critère d'éligibilité. Ça sera pris en compte dans les critères de sélection, comme Estelle vous l'a dit. Voilà, on regarde. Est-ce qu'on pense que vous avez la capacité financière de porter à bien le projet? Donc, forcément, ça sera regardé, mais c'est pas un critère d'éligibilité. Vous pouvez déposer le dossier quand même. Après, sur la définition des PME, c'est vraiment la définition de la Commission européenne. C'est une entreprise qui a moins de 250 salariés ou moins de 50 millions de chiffre d'affaires ou moins 43 millions de bilan annuel. Donc voilà, c'est vraiment, que ce soit start-up, si c'est une start-up mais qui n'a pas de chiffre d'affaires, ça rentre quand même dans cette définition-là. Après, on vous rappelle aussi de bien prendre en compte les entreprises partenaires et liées. Si vous êtes détenu à plus de 25% ou 50% par un grand groupe, potentiellement, vous pouvez sortir de statut PME, donc bien regarder en fonction de votre actionnariat aussi. Oui, effectivement, merci beaucoup, Marie. Alizé qui nous redemandait peut-être un point sur alors oui, la limite de la sous-traitance pour un porteur de projet. Du coup, un projet, c'est 40%, c'est ça, Estelle? Alors, en fait, la norme, c'est 30%. Et dans le cas où il y a de la sous-traitance à un laboratoire ou un organisme de recherche, ça peut passer, le seuil passe à 40%. Mais dans l'unique cas où c'est de la sous-traitance à un laboratoire ou un organisme de recherche public. Sinon, 30%. Voilà. Très bien, c'est ça. En général. Ok, ça marche. Donc, le 40, c'est uniquement pour les établissements de recherche. Bernard qui redemandait effectivement peut-être rappeler se demandait si les dossiers, la sélection a été faite par BPI France en région. Est-ce que tu peux rappeler, Estelle? Ça se fait, toute la sélection, présélection, etc. se fait au niveau national. Ce qu'on a au niveau région, ça va être ILAB, par exemple, à ne pas confondre, où la sélection se fait au niveau régional. D'accord, sur le concours d'innovation ILAB, mais ce qui n'est pas le cas pour le concours d'innovation. Exactement. Ouais. Ok, ça c'est très bon à noter. Toujours, oui, alors bon, je pense que ça a été quand même bien rappelé, mais peut-être avec encore une dernière fois, parce que là j'entends bien que Marie disait oui, alors je parle des fonds propres. La question de Bernard est: le critère de fonds propres positif reste un prérequis et plafonne-t-il le montant des aides? Oui, de toute façon, en fait, on ne pourra pas vous verser l'aide si vous n'avez pas les fonds propres de l'autre côté. Après, voilà, c'est pas un prérequis, oui. En fait, c'est pas un critère d'éligibilité, mais comme je disais, c'est bien pris en compte dans le processus de sélection. Et en fait, on ne pourra pas vous verser l'aide si vous n'avez pas le montant des fonds propres équivalent dans votre entreprise. Donc, ça reste un critère important, mais voilà, c'est pas un critère d'éligibilité. Si par exemple, en fait, là, vous déposez au 22 mars, mais en fait, votre levée de fonds que vous voulez faire, je sais pas, une levée de fonds de 500 000 € et cette levée de fonds finit fin juin, vous pouvez quand même déposer en démontrant que vous êtes en train de faire une levée de fonds et que en fin juin, vous aurez les fonds propres à ce moment-là.
Donc voilà, c'est en Oui. fait, il faut nous apporter des assurances que vous êtes en train de faire une levée de fonds, que je sais pas, vous n'avez pas encore les comptes courants voilà, comptes courants d'associés, mais qui vont être bloqués pendant toute la durée du projet. Et vous allez apporter une augmentation de capital. Bon, bah voilà, si le 22 mars c'est pas fini, mais que vous nous dites dans les 2-3 mois après, vous êtes en cours, ça c'est possible aussi. Très bien. Oui, c'est clair et c'est au moment vraiment du en tout cas du conventionnement qu'il faudra que ce soit effectif et que vous puissiez vérifier que les fonds propres soient bien là, quoi. C'est Sont ça, et bien là. après, en fait, c'est à chaque versement, par exemple, pour le premier versement, on vous verse 20% de l'aide, il faut que vous ayez 20%, enfin, du coup, de capitaux propres. Si c'est 200 000 € d'aide, il faut qu'il y ait 200 000 € de capitaux propres. Et après, vous n'êtes pas obligé d'avoir enfin, si vous demandez 600 000 € d'aide, vous n'êtes pas obligé d'avoir 600 000 € de capitaux propres dès le début non plus. Vous pouvez monter petit à petit aussi vos levées de fonds. Mmh. Alors, on sait que, en tout cas, les années précédentes, il y avait 2 vagues, par an. On nous redemande, Alizé nous demande si les vagues successives seront exactement dans les mêmes est-ce que vous savez déjà si les vagues successives seront exactement dans les mêmes modalités de financement? Et si la vague 10 est-ce qu'une vague 10 et la sortie d'une vague 10 est envisageable, après juillet 2022? Alors, sur les modalités, c'est difficile de se prononcer si ça sera exactement dans les mêmes modalités de financement. Normalement, oui. Après, nous, on est opérateur du concours. C'est pas nous directement, voilà, qui décidons. Donc, oui, sous réserve qu'il n'y ait pas de changement au niveau de l'État. Et la vague 10, donc bien sûr, on reste sur ce principe de 2 vagues annuelles. La vague 10, pour l'instant, on espère qu'elle sortira. On vise juin. Mais voilà, c'est pareil. Le calendrier n'est pas encore validé. Mais on gardera une vague d'été et une vague d'hiver comme ce qu'on a l'habitude de faire depuis 2018. Mais ça sera sûrement plutôt juin que juillet. D'accord, très bien. Cela n'engage que moi, je précise. C'est noté. Ça très bien. C'est enregistré tout ça. Pourriez-vous non, alors oui, pardon, oui, la question d'Éric était juste, mais alors ne vous inquiétez pas Éric, oui et juste, je voulais rappeler, je voulais pas forcément enfin, vous pouvez revenir sur vos slides bien entendu. Mais pour information à tous, bien sûr, les slides et le lien du replay seront envoyés à tous les inscrits, dans la journée là, à la suite du R&D Corner. Donc vous récupérerez bien entendu la présentation complète et le lien du replay. Eneka, j'ai une autre question. Eneka, et ça c'est vrai que c'est une question aussi qu'on nous pose souvent, donc c'est ça. Bonjour, est-ce que si une PME a été financée sur un projet dans les 3 dernières années, elle peut redéposer un autre dossier sur le financement de l'innovation? Oui, si c'est pas exactement le même projet et pas les mêmes dépenses, il n'y a pas de souci pour déposer. Après, il faut être transparent et nous dire en fait à quoi, enfin quel financement vous avez obtenu et pour quel périmètre, pour bien que nous on définisse que voilà c'était vous avez eu ça pour je sais pas une certaine partie, mais là ce que vous demandez sur Innov c'est sur une partie complètement différente et aussi bien montrer que c'est indépendant l'un que l'autre. Par exemple que vous attendez pas des résultats de précédents projets pour finalement commencer celui-là parce que sinon donc ça va être un risque de si le précédent projet ne finit pas ou je sais pas s'il y a des problèmes techniques, est-ce que vous allez vraiment avoir la capacité de faire ce nouveau projet-là? Donc voilà, ça va être des questions comme ça. Après, vous pouvez redéposer un projet, mais voilà, bien préciser le périmètre de chaque projet, mais qu'il n'y ait pas les mêmes dépenses aussi. Mmh mh. Et très bien, merci. Sur la partie, pardon, ça y est, j'ai reperdu ma petite page. Sur la partie, fonds enfin toujours, fonds propres, mais alors sur la partie en fait budget global, on est d'accord que les projets attendus, donc entre 1 000 000 et 5 000 €, c'est le budget global des projets, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est 1 Et 000 000, 5 000 000 €, c'est le budget global. donc si vous décidez donc pour répondre à Olivier qui nous posait: «Est-ce qu'il faut un minimum de 1 000 000 € de fonds propres pour être éligible?» Non. Enfin, alors tout dépend du montant du budget global de votre projet, mais si vous avez donc un budget global d'un projet donc en petite, donc en 1 000 000 € par exemple, il faudrait que vous puissiez justifier 55 de ce million d'euros en fonds. 45%. 45. OK, Voilà, OK. 450 000, mais pareil, comme je disais, c'est pas, vous devez pas avoir le 22 mars forcément 1 million d'euros. Pas Voilà, le 20. Ouais, pas vous nous disiez: «Bon, là, pour l'instant, j'ai que 300 000 là, mais du coup, ça va suffire pour, le premier versement et j'ai prévu une, levée de fonds, dans l'année 2022 et du coup, en décembre 2022, j'aurai, je sais pas, 1 million de fonds propres, en décembre». Vous êtes pas obligé d'avoir directement tous les fonds propres dès mars 2022 puisque c'est assez court quand même comme,
Comme Oui, dire, mais mais voilà, il pour faut un juste nous apporter des preuves que vous avez compris cette règle-là et que vous allez avoir les fonds propres à un moment dans le projet. oui, oui. Donc enfin, on est donc pardon, pour que je sois bien claire, parce que j'ai l'impression d'avoir peut-être embrouillé les gens moi-même. Heu, pour un projet de 1 000 000 pour un projet d'un budget global de 1 million d'euros, il faut au moins pouvoir justifier la moitié en fonds propres. On est d'accord? C'est ça, Au moment de la convention? OK. c'est ça. Donc c'est pas la limite, des fonds propres n'est pas de 1, mais si vous avez un projet de 1, c'est 500. C'est Enfin, ça. on est sur cet ordre-là, en tout cas. Voilà, c'est juste pour être sûr, essayer d'être clair. J'ai vu que la question avait été remontée par d'autres personnes 2 fois aussi. Je crois qu'on est arrivé. Est-ce qu'il y avait peut-être des petites questions cachées dans le chat? C'est sûr, mais ça a dû être remboursé. Y a-t-il des thèmes à privilégier? Je pense que vous avez été clair sur les 4 thématiques qui sont aujourd'hui, donc 4 grosses thématiques dans lesquelles peuvent venir s'insérer pas mal de projets. En tout cas, il y a déjà des sous-listes, hein, que vous nous avez montrées là et assez rapidement peut-être sur les thématiques, les sous-thématiques sont bien décrites, en tout cas, les 4 dans le cahier des charges de l'appel, que ce soit numérique, santé ou les 2 autres Et thématiques. après, juste sur les thématiques, je veux bien ajouter que si jamais, Oui, parce qu'après, vous n'avez pas le PE4 et des stratégies d'accélération, voilà, il faut privilégier quand même par exemple, si votre projet est éligible à un appel de stratégie d'accélération, il faut mieux privilégier l'appel de la stratégie d'accélération. C'est comme ça, le concours innovation est global et général, mais si voilà, vous avez un appel à projet sur la stratégie d'accélération agriculture, par exemple, ou alimentation qui sont sortis et qui sont aussi ouverts aux PME, allez plutôt dans ces appels à projets-là que sur le concours innovation qui reste très général. Et de toute façon, en fait, sinon votre projet sera réorienté, donc autant déposer directement dans la stratégie. oui, bien sûr. Très bien, bah, je pense qu'on a fait en tout cas le tour des questions, sauf si Jennifer, tu hurles si tu vois que j'ai oublié une question très importante. En tous les cas, je voulais aussi rappeler, donc côté Cap Digital, juste sur le concours Innov bien sûr qu'on accompagne, comme toutes les vagues et voilà, on a eu et on présentera très bientôt d'ailleurs les chiffres clés, des concours Innov qu'on a pu aussi accompagner chez Cap Digital et c'est plutôt en tout cas des bons résultats, donc on est très contents, et on espère que ça continuera et donc si vous voulez nous déposer un projet à la vague 9, il faudra penser deadline le 22 mars, dont on n'arrête pas de parler depuis tout à l'heure et Estelle et Marie l'ont largement dit. Pour Cap Digital, le dossier sera le 1er mars, donc le dossier pas complet, pas forcément complet, mais suffisamment complet pour être expertisable, en date du 1er mars, la présentation du projet en 20 pages, enfin la fameuse, ce document-là et puis l'annexe financière dans l'idéal pour qu'on puisse, faire appel à 2 experts par dossier au minimum pour pouvoir, vous faire des retours qualifiés et pouvoir vous les remettre, ces retours qualifiés, avant le dépôt du dossier au 22 mars. Voilà, donc ça, c'est important. La deadline côté Cap Digital, c'est le 1er mars. Dans tous les cas, il y a toujours le petit formulaire JotForm, que nous demandons à remplir maintenant, pour manifestation d'intérêt. Donc, dans tous les cas, si vous avez pour intention de déposer, que ce soit le concours Innov et avec, Manuel qui suivra particulièrement, mais l'Innovup Leader PIA, dont on a parlé avant, puisque les deadlines vont être à peu près en tout cas, les premières relèves de Innovup Leader PIA vont à peu près tomber en même temps. N'hésitez pas à, de toute façon, contacter l'équipe projet, remplir le petit formulaire JotForm et à la suite de quoi, quelqu'un de l'équipe s'entretiendra avec vous pour répondre à toutes vos questions. Voilà, Jennifer, je te laisse la parole. Merci beaucoup Estelle, hein, merci beaucoup Marie, vraiment grandement merci à toutes les 2. Vraiment super de pouvoir vous avoir eu, à ce premier R&D Corner de février pour, ne pas louper le coche, des questions de notre écosystème. Merci beaucoup pour votre temps ce matin. Merci. Et bon courage du coup à toutes les entreprises qui voudraient déposer. Merci à On vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Et donc, je vais, comme annoncé, continuer sur les différentes stratégies d'accélération. Donc, juste un petit rappel que je fais à chaque fois sur le PIA 4. Donc, la logique d'intervention du PIA 4, une partie dirigée, dont l'objectif est de soutenir les priorités d'investissement stratégiques et qui répondent aux grands enjeux de transition de l'économie et de la société, dont fait partie le concours d'innovation, donc Innov, également d'autres appels à projets comme IDEMO, par exemple, qu'on ne va pas représenter, mais qui est toujours présent donc, sur cette innovation dirigée
Non, sur l'innovation dirigée, excusez-moi, c'est l'inverse, je dis n'importe quoi. Donc ça, je viens de parler de l'innovation structurelle, et on a du coup sur l'innovation dirigée les différentes stratégies d'accélération dont je vais vous présenter quelques appels à projets. Donc là, vous avez les stratégies d'accélération du PIA 4. Rapidement, je vais vous en donner quelques-uns. On commence par l'appel à projet Logistique 4.0 qui est en cours, dont la première relève a déjà été effectuée, dont la deuxième relève arrive vite, effectivement, puisqu'il y a un pré-dépôt au 15 mars. Donc, c'est vraiment optimiser, sécuriser, décarboner les transports massifiés et les interfaces multimodales, donc opérés par l'ADEME et qui rentrent dans le plan France Relance. Donc, c'est ouvert assez largement des grandes entreprises jusqu'aux PME et ETI et également aux projets collaboratifs. Donc, si jamais vous avez un projet qui rentre dans cet appel à projet Logistique 4.0, n'hésitez pas à nous contacter. On commence déjà à recevoir quelques projets et notamment des projets qui cherchent des partenaires. Donc, si jamais vous avez un projet et que vous cherchez encore quelques partenaires ou que vous souhaitez être partenaire d'un projet, n'hésitez pas à manifester votre intérêt en remplissant notamment le petit questionnaire JotForm dont vous a parlé Christelle. Et également, on a fait un webinaire dédié à cet appel à projet, donc vous pourrez retrouver le replay. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir le replay de la présentation de cet appel en particulier. Ensuite, sur la stratégie d'accélération 5G, donc on a toujours l'appel à projet 5G qui a été prolongé et qui est toujours ouvert. Une relève intermédiaire qui arrive au 9 mars, donc nous recevons les dossiers pour cette relève intermédiaire jusqu'au 16 février. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez un projet autour de la 5G. Et que vous souhaitez que l'on expertise et qu'on labellise votre projet, voire qu'on vous trouve également des partenaires, c'est possible également. Toujours opéré sur la stratégie d'accélération des systèmes agricoles durables et équipements agricoles contribuant à la transition écologique. Là, c'est vraiment pour répondre aux enjeux de transition agroécologique, réduction des gaz à effet de serre et l'adaptation au changement climatique. Donc là, vous pouvez postuler jusqu'au 16 juin et il y a une relève intermédiaire le 24 mars. Et donc, pour vos projets, on reçoit les manifestations d'intérêt et donc les dossiers jusqu'au 3 mars. Donc, si vous avez un projet dans cette stratégie qui rentrerait dans cette stratégie d'accélération, c'est maintenant qu'il faut nous contacter pour la prochaine relève. Également, la stratégie d'accélération alimentation durable et favorable à la santé. Là, pareil, on reçoit les dossiers, une labellisation jusqu'au 16 février pour la relève intermédiaire au 9 mars. Donc, vous avez tous les détails de cet appel à projet. N'hésitez pas à le consulter et à revenir vers nous si vous avez un intérêt et un projet dans cette stratégie. La stratégie également d'accélération sur l'intelligence artificielle avec l'appel à projet maturation technologique et démonstration de solutions intelligentes artificielles embarquées avec 2 volets, une partie démonstration et un volet B qui est sur la maturation. Donc là également individuel ou collaboratif. Vous avez pour la prochaine relève jusqu'au 1er juin et donc pour nous, une labellisation au moins 3 semaines avant. De la même manière, si vous êtes intéressé par cet appel à projet, n'hésitez pas dès maintenant à remplir notre petit questionnaire de manifestation d'intérêt pour qu'on puisse regarder avec vous votre dossier et vous trouver éventuellement des partenaires si vous souhaitez monter un projet collaboratif.
Je reviens dessus, on l'a présenté, on a fait un webinaire spécial sur la stratégie d'accélération des industries culturelles et créatives. Donc, vous avez les liens ici vers le replay du webinaire et le support de présentation. 2 appels qui reviennent en deuxième vague. L'appel expérience augmentée du spectacle vivant, dont la deadline est le 3 mai pour la deuxième vague. Et donc, nous recevrons les manifestations d'intérêt et les dossiers jusqu'au 12 avril. Donc, si vous avez un projet qui rentre dans cet appel à projet, n'hésitez pas à revenir vers nous. Également, est ouvert cet appel au projet collaboratif. Et dans ce cadre, nous allons organiser prochainement, le 8 mars, un atelier de matchmaking qui a pour objectif d'essayer de monter des consortiums. Donc, n'hésitez pas à vous manifester auprès de Christelle ou auprès de Orit, notre référente ICC. Mais je crois qu'il y a un questionnaire qui va également être diffusé. Mais n'hésitez pas à vous manifester si vous voulez participer à cet atelier de matchmaking afin de trouver des partenaires. Vous pouvez également venir présenter votre solution pour trouver également vos partenaires. Donc, soit vous êtes un lieu ou un spectacle vivant et vous cherchez des partenaires, soit vous avez une solution technologique et vous voulez la présenter à des potentiels partenaires qui pourraient accueillir votre expérimentation. N'hésitez pas à vous manifester, on pourra faire de la mise en relation. De la même manière que pour l'appel à projet numérisation du patrimoine et de l'architecture, où là également, ce sera toujours le même atelier de matchmaking le 8 mars, et où on pourra de la même manière soit présenter sa solution technologique, soit essayer de manifester son intérêt pour trouver des partenaires ou des solutions technologiques pour expérimenter dans des lieux en particulier. Donc voilà, la deadline pour la labellisation reste le 12 avril, de la même manière que pour l'appel à projet précédent. Donc tout de suite, je vais passer la parole à Manuel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, à remplir le formulaire et on pourra répondre à toutes vos questions sur ces différentes stratégies d'accélération. Et de toute façon, vous aurez les slides pour regarder un petit peu plus en détail ces différents appels à projets sur les différentes stratégies d'accélération. Merci beaucoup, Jennifer. Donc, on va passer au dernier appel à projet de la matinée, les appels à projets européens. Donc, pour rappel, en parlant des appels à projets européens, donc on se situe maintenant dans le programme Horizon Europe, le programme donc cadre de recherche et de développement de la Commission européenne. Et ce qui va nous intéresser ce matin, donc plus particulièrement, c'est les piliers 2, problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne, et le pilier 3, Europe plus innovante. Ce matin, on va beaucoup parler de financement en cascade, comme on les appelle. Donc, c'est des outils assez agiles qui permettent, qui proposent des taux de financement pouvant aller jusqu'à 100% du budget présenté et des coûts éligibles, et jusqu'à environ 200 000 euros. C'est des subventions qui proviennent, comme j'ai dit, du programme cadre de la Commission européenne pour la recherche et le développement, donc qui sont pas comptabilisés pour la règle des minimis que j'ai présentée précédemment. C'est des dossiers aussi qui sont assez rapides et faciles à remplir normalement, puisqu'ils font entre 5 et 20 pages, donc en anglais pour le coup. Et donc, il propose de participer à des projets assez courts de 6 à 18 mois et donc de s'insérer dans une logique d'accès à des partenaires locaux, nationaux ou européens. Et donc, pour commencer ce matin, nous recevons Reda Noisser du CEA List qui va nous présenter plus précisément le projet REACH et son incubateur. Donc, Reda, la parole est à vous. Bonjour à tous. Merci de nous joindre aujourd'hui et de nous permettre de vous expliquer un petit peu notre travail au quotidien en tant que DIH. Donc, le CEA List, accompagné par le systématique, nous représentons le DIH DGOL, qui est soutenu par la région Île-de-France, qui regroupe essentiellement les centres de recherche du plateau de Saclay, donc CEA, INRIA, Supélec, Polytechnique, donc toutes les pointures, on va dire, nationales dans le domaine, qui sont là pour soutenir
les PME et les industries françaises. Donc, à ce titre, nous partageons. Je ne vois pas les diapositives manuelles. Vous pouvez appuyer, Reda, normalement, sur... voilà. Voilà. Très bien. Donc, aujourd'hui, donc le DigiHall participe à un projet qui s'appelle REACH. REACH dans le sens d'atteindre, permettre d'atteindre un objectif. C'est ça pourquoi on a choisi cet acronyme. Et bien entendu, derrière cet acronyme, il y a l'European Research pour la data. Donc, c'est un projet qui est porté par 3 DIH, accompagné par un certain nombre d'organismes PME et publics. Donc, les 3 DIH, c'est le DigiHall représenté par CEA Systématique, le CEA étant le coordinateur du projet. Il y a Deusto, qui est une université privée de la région du Pays Basque espagnol à Bilbao, et puis ITI, qui est un centre de recherche grec-espagnol, qui est aussi actif sur le domaine du numérique. On est accompagné par certaines sociétés qui sont très spécialisées dans le soutien des PME. Le consortium aussi, d'emblée, regroupe un ensemble, ce qui est dit data provider, des gens qui détiennent de la donnée. Je reviendrai un peu plus tard sur ce concept. C'est des data providers, ça veut dire que c'est des organismes publics ou industriels qui cherchent à résoudre des problèmes autour de la donnée. Ils ont de la donnée et ils cherchent des solutions soit techniques d'analyse, soit des techniques de partage, soit d'anonymisation, etc. Et cette recherche de techniques est entendue dans le projet REACH sous le terme challenge, c'est-à-dire il pose des défis aux fournisseurs de solutions techniques pour permettre de créer de la valeur à partir de ces données. Créer de la valeur à partir de la donnée. On est en Europe, on n'est pas aux États-Unis. Donc, créer de la valeur à partir de la donnée en Europe signifie créer de la valeur à partir de données consenties, c'est-à-dire mises à disposition, partagées volontairement, créer de la valeur d'une façon éthique, ça veut dire dans le respect de la confidentialité de la GDP, créer de la valeur d'une façon gagnant-gagnant, ce qui est dit la fairness, et puis pour permettre cette vision éthique, anonymisation et gagnant-gagnant, il faut bien entendu des moyens qui garantissent ces critères-là, et c'est l'objet du projet REACH. C'est de mettre à disposition, de faire de la recherche et de déployer des moyens qui permettent de garantir la privacy, qui permettent de garantir la sécurité, qui permettent de garantir la préservation de la propriété intellectuelle des industriels, tout en mettant en relation les industriels entre eux et des PME et des centres de recherche pour permettre de créer de la valeur de ces données. Parlons de valeur, là on parle de valeur au sens bénéfice industriel qui permet de mieux concevoir, de mieux offrir des services. La valeur au sens monétaire de la donnée, c'est-à-dire donner une valeur monétaire à cette donnée-là, relève plutôt du call qui est en cours, là, qui est ouvert sur Horizon Europe, qui clôturera le 5 avril. Et lui, ce call-là, il est dans le continuum de cette logique-là, mais qui vient fournir des moyens financiers pour permettre de définir des modèles économiques, des business models, de la standardisation, l'interopérabilité et bien entendu les plateformes numériques qui devraient permettre ce partage ou cette fluidification de l'échange de données au niveau Europe et mondial, bien entendu. Prenons en compte que ces plateformes, bien sûr, tiennent compte toujours des éléments de privacy, sécurité, anonymisation, etc. Donc, qu'est-ce qu'on entend par data value chain? C'est-à-dire, on parle souvent de partage de données, mais ce n'est pas partager pour partager. On partage pour extraire de la valeur, pour générer du bénéfice. La data value chain, ça veut dire c'est comment mettre en relation, comment permettre à des acteurs d'un domaine au multidomaine d'échanger des acquis. Des acquis, dans ce sens-là, c'est des données collectées à travers leur exercice, soit par des observations, soit des logs, soit différents moyens. Et ils pressentent qu'il y a moyen de faire mieux s'ils arrivent à échanger avec leurs homologues, leurs confrères ou même leurs compétiteurs ou même leurs fournisseurs, ce qui s'appelle la data value chain. C'est-à-dire, c'est comment mettre une chaîne de valeur au-delà de la supply chain. La supply chain, comme vous le savez, c'est la chaîne d'approvisionnement. La data value chain, elle est sur le même schéma que la supply chain, mais c'est pour permettre à un écosystème, à un ensemble d'industriels de créer de la valeur, de fournir de meilleurs services à la société et l'économie d'une façon éthique et gagnant-gagnant. Donc, au final, dans le projet REACH, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à fournir des moyens technologiques,
des garanties technologiques de privacy, anonymisation, de sécurité et des moyens d'analyse à base d'IA et autres de ces données-là pour casser les silos, c'est-à-dire pour aller au-delà des frontières et de la fermeture classique du monde industriel qui souvent, ces fermetures est motivée par le besoin de compétition. J'ai ma place sur le marché, je ne veux pas que quelqu'un d'autre vienne me concurrencer, mais de dire non. C'est-à-dire, chacun a sa part dans le marché, mais en se tenant les mains dans la main, on peut faire mieux, on peut faire vite et on peut faire plus efficace. Et ça se trouve, il y a des synergies qui peuvent être créées entre industriels, entre écosystèmes, pour fournir de meilleures offres, de meilleures solutions. Mais pour cela, il faut déjà les aider à confronter et à mettre ensemble leurs moyens. Et dans ce cadre-là, c'est les donner par des moyens d'anonymisation, de filtrage, etc. Pour cela, je donne un exemple. Un exemple, par exemple, là, j'ai mis quatre maillons de la chaîne de valeur, mais la chaîne est beaucoup plus longue que ça. Avant de voir circuler demain un IoT, un véhicule autonome en ville, par exemple, ou un véhicule connecté, qui dit véhicule autonome connecté, ça veut dire, ça sous-entend un ensemble de technologies embarquées ou de technologies d'échange importantes pour permettre que ces véhicules, un jour, puissent circuler dans nos villes d'une façon sûre. Pour cela, ça sous-entend donc de concevoir des systèmes électroniques et des systèmes de capture et d'observation, de communication, qui permettent de garantir ces exigences réglementaires. Pour cela, ça veut dire que les fournisseurs de solutions techniques, électroniques, logiciels et autres, ont besoin d'un cadre réglementaire, ont besoin d'un retour d'expérience. Ça veut dire des données d'expérimentation, des données collectées à travers les heures et des heures de roulage. Et ces données-là reviennent sous forme de logs, d'observation aux concepteurs de solutions, de systèmes électroniques, de cartes, d'équipements, ou même des processeurs et des logiciels pour faire mieux, c'est-à-dire éviter les vulnérabilités, vulnérabilités d'environnement, des vulnérabilités de cybersécurité, avoir des circuits plus performants, donc moins énergivores, et du coup, plus réactifs, et ainsi de suite. Donc, cette chaîne de valeur qui habituellement, il y a quelqu'un qui fournit un logiciel, un circuit à un intégrateur de véhicules, donc finalement, l'intégrateur de véhicules comme Renault a tout à gagner au final à transmettre un certain nombre de données habituellement considérées confidentielles à sa chaîne de valeur, à sa supply chain, pour pouvoir lui produire de meilleurs sous-systèmes, de meilleurs composants. Et c'est ce genre de collaboration qu'on cherche à stimuler. Et quand on parle d'électronique, il est clair qu'un circuit électronique composé pour un véhicule peut être aussi réutilisé dans une industrie manufacturière ou utilisé même dans l'industrie du consommeur électronique. Pour cela, on se donne des moyens. Bien sûr, à chaque ambition, il y a des moyens. Donc, on a présenté notre idée à la Commission européenne, ils étaient tout contents de nous, ils nous ont financé à travers l'appel H2020 DT05, qui nous, à ce titre-là, ils nous ont accordé 3,5 millions de financement qui viendraient dédiés au soutien des PME au sens européen, tel que défini précédemment par mes collègues. Donc, 3,5 millions qui seront dispatchés et distribués sur les PME retenues sur 3 open calls. Donc, par open call, on a aux alentours d'1,5 million, 1,7 million qui viennent accompagner les PME. Les accompagner, pour quoi faire? On accompagne les PME à être mis en relation avec des industriels ou des collectivités locales qui ont de la data, qui ont un intérêt à exploiter leurs données, mais pour cela, ils ont besoin de solutions techniques, d'analyse ou de mise en commun. On vient accompagner ces PME pour la levée de fonds, c'est-à-dire au contraire de d'autres projets, le projet REACH se place aussi sur cet accompagnement de la levée de fonds des investisseurs, aller à la quête d'investisseurs, faire apprendre à une PME, souvent des startups, c'est des startups technologiques, très motivantes, très motivées, très innovantes, mais malheureusement ne parlent pas bien argent, on va dire. L'argent, c'est pas l'argent, il faut avoir l'art d'aller le chercher, de l'identifier, d'aller convaincre les investisseurs. Donc, le projet REACH contient un certain nombre d'acteurs dans ce domaine de coaching et d'accompagnement, et on va aider les PME tout au long de leur processus technologique, de collaboration technologique, à aller chercher des levées de fonds et se rendre visible pour attirer d'autres financements au-delà des financements qui leur sont apportés par le projet. Pour cela, on est 3 DIH, c'est-à-dire des Digital Innovation Hub régionaux. Là, on est en train de candidater pour être un European Digital Innovation Hub. Notre mission, c'est d'accompagner
les industriels et les PME à offrir de meilleurs services, à réduire le délai de recherche, et nous vous invitons à prendre contact avec nous à tout moment dans le cadre du projet REACH ou au-delà, parce qu'il y a des moyens publics qui sont mis à notre disposition pour vous accompagner. Ces moyens publics qui sont mis à notre disposition, par exemple dans le cadre de DigiHall, on parle d'une infrastructure de calcul très impressionnante qui est Factoria, qui est hébergée à Terratech, qui contient 31 nœuds de calcul offrant 876 CPU, 165 GPU. Ces plateformes ont été financées par le mandat actuel de la région Île-de-France, pour ne pas nommer des politiques, mais ça a été financé par la région qui est mis à disposition de DigiHall pour aider les PME. Bien sûr, ce n'est pas gratuit, il y a des modalités des dossiers à compléter, ça c'est normal. Il y a une étude de faisabilité technologique, pareil que celle qui est faite dans le cadre de REACH, mais pour vous dire, on vous incite à venir nous voir pour cela. Donc, qu'est-ce qu'une PME a y gagné à venir? Bon, il y a le volet argent. Une PME qui entre dans le processus de sélection et retenue dans REACH a une possibilité de gagner 120 000 euros sur 11 mois. Au minimum, elle aura 11 000 euros, plus 20 000 euros de bonus, qui sont 20 000 euros de bonus qui sont accordés à la meilleure PME, à la meilleure offre technologique, à la meilleure business model, et surtout à la PME qui a su montrer une montée en compétences au cours de l'Open Call. Ces PME-là, dans tous les cas, elles auront accès à des données prouvées, ce n'est pas des fake données, hein, c'est des données qui viennent d'industriels, qui viennent de collectivités locales, réelles, habituellement difficilement d'accès. Là, on ne parle pas de données open source qui sont déjà disponibles dans les plateformes, on parle vraiment de données mises à disposition par nos acteurs. Et ces données-là, et vous bénéficiez d'un ensemble d'outils que je vais lister vers la fin pour vous aider à anonymiser, à analyser, à compresser, à tout faire autour de la donnée. Et bien sûr, on vous aide sur l'accompagnement de la levée de fonds et des infrastructures de calcul et de la visibilité à l'international à travers différents salons, à travers les pages web du projet, à travers les pages web des DigiHall, etc. Donc, on vous offre aussi cette capacité à vous rendre visible. Tout ça, c'est de l'investissement pour une startup. Là, il est gratuit. Même si vous ne gagnez pas 120 000 euros, juste avoir contact avec les investisseurs, avoir accès à ces data providers qui sont prêts à aller avec vous et la visibilité, ça représente un bénéfice. Donc, au cours du premier Open Call, qui se termine là à la fin du mois, le premier Open Call a réussi à attirer 184 PME en entrée. On en a sélectionné 32 sur un processus funiculaire, processus dans pipeline. On a retenu 32 PME. Au bout de 2 mois de maturité, parce qu'à la base, il y a juste l'idée, il y a un draft d'idée qui est soumis, qui tient sur 2-3 pages maximum, qui décrit le concept technologique, le concept business model. Pendant 2 mois, les PME, les 32 PME bénéficient d'un ensemble de webinaires, une dizaine, de nature technologique, commerciale et du coaching finalement, qui leur permettent d'améliorer leur dossier. Ça vous permet à minima d'aller candidater à une offre, par exemple, parce que vous aurez un coaching de préparation de dossier pour attirer la levée de fonds. À la fin de ces 2 mois, on retient 10 PME. 10 PME parce qu'on ne peut pas accompagner 32, ça fait beaucoup. Surtout qu'on veut, donc au minimum, on leur donne ce coaching, mais on retient 10. 10 qui vont implémenter concrètement des solutions techniques avec ces data providers. Pour cela, ils bénéficieront de 80 000 euros forfaitaires. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à justifier, il y a juste à signer le contrat. Arrivé au bout de 4 mois, vous repassez à nouveau les 10 PME sélectionnés, repassent devant le jury technologique et économique pour évaluer que les promesses ont été tenues, qu'il y a eu des résultats, qu'il y a une avancée. Et à partir de là, on se dit, OK, on a quelque chose à aller montrer dans les salons. On a quelque chose à présenter aux investisseurs, bien packagé technologiquement, bien packagé économiquement. Et pour cela, on se donne 2 mois. 2 mois d'Evolve. D'Evolve, ça veut dire c'est aller vers le marché. C'est aller de sortir de la solution technologique à aller vers le marché, à la confrontation du marché. La confrontation du marché, ça veut dire à minima d'aller dans les événements industriels, là où il y a les investisseurs, là où il y a les industriels qui cherchent des solutions techniques. C'est pour donner la visibilité à ces offres technologiques. Ces offres technologiques, vous bénéficiez d'un support financier par le consortium pour aller dans ces événements. Et puis,
Après 2 mois, il y a la phase qui est totalement à la charge du consortium, qui ne coûte rien du tout à la PME, qui dure 3 mois. Et là, c'est la continuité de l'expose, c'est la continuité de la dissémination, c'est la continuité de la visibilité. Donc, c'est un processus qui dure 11 mois, qui a pour ambition d'accélérer des solutions de mise sur le marché et surtout d'aider les sociétés actives dans la data à le faire d'une façon bien, éthique, gagnant-gagnant et compétitif. Donc, les open calls sont drivés par 3 façons de participer. Comment participer une fois qu'on a compris la modalité financière? Ça veut dire, vous êtes une PME, vous avez une solution technique, vous n'avez pas de data provider, vous n'avez pas de challenge. Là, on a pensé à ce qu'on appelle un theme driven. Vous avez le data provider, vous avez les challenges identifiés et vous avez aussi les moyens, les solutions technologiques préconfigurées auxquelles vous venez et vous contribuez là-dedans. Si vous dites, moi non, le thème me plaît, les challenges, grosso modo, me plaît, le data provider me plaît, mais j'ai introduit un nouveau challenge qui n'a pas été identifié. Bah, soyez la bienvenue. On n'a pas le savoir absolu. Les challenges qu'on présente, c'est des challenges exemples. Néanmoins, les data providers sont là, les technologies sont là, et vous venez sur le ready-made. Et puis, on a d'autres profils. Vous pouvez aussi être une PME. Vous êtes en démarchage avec un industriel. Vous cherchez à lui vendre une solution. Cet industriel a peur de dépenser de l'argent. Avant d'aligner le chèque, il veut bien voir. Vous êtes une start-up. Vous ne pouvez pas dépenser à perte. Ah ben, vous allez discuter avec votre client. Vous exercez votre pouvoir de convaincre et vous l'amenez ici sur le free choice. Ça veut dire vous amenez votre industriel en tant que data provider, vous venez, vous, en tant que PME, en tant que techno-provider, et vous candidatez au free choice. Le free choice représente 20% des propositions retenues. Et vous aurez aussi les mêmes modalités financières. Ça veut dire vous venez avec votre thème, vous venez avec votre data provider qui est votre futur client, et vous venez avec une solution technique que vous y étiez dans tous les cas en procédure de démarchage de votre client. Et vous candidatez ici. Donc, pour les solutions techniques, il y en a un certain nombre. Ici, c'est juste un exemple représentatif, mais il y en a d'autres. Et ce n'est pas limité à cela. C'est des solutions techniques d'infrastructure, d'anonymisation, de blockchain, d'IA, etc. Vous pouvez aussi apporter vos solutions techniques. Donc, la soumission au second open call est ouverte depuis décembre. Le second open call va clôturer le 22 février. Il est déjà en ligne. Vous allez sur le site web du projet Rich Incubateur Open Call des PME. Hein. Vous êtes des PME, donc vous allez sur l'Open Call des PME. Il y a 2 autres Open Call, Data Provider et DIH. Cela ne vous concerne pas. Ce qui vous concerne, c'est les Open Call pour les PME. Là-dedans, vous avez un formulaire en ligne à remplir. Hein. Vous pouvez nous contacter, bien sûr, pour vous expliquer les modalités et certains champs, peut-être, l'onglet, il est ce qu'il est. Peut-être on a utilisé des termes qui ne sont pas communément utilisés, donc vous pouvez nous poser des questions. On peut vous aider à compléter votre dossier. Cependant, cette procédure d'explication, on ne va jamais donner un avis sur votre solution. Donc, n'essayez pas de nous piéger, on refusera de répondre. Donc, on vous aidera pour bien compléter les formulaires avec les éléments techniques, les éléments économiques attendus. Donc, venez jusqu'au 22 février. Si jamais, par malheur, vous ne passez pas dans ce second open call, la bonne nouvelle, l'année prochaine, selon le même calendrier, ouverture en décembre 2022, clôture en février 2023, il y aura le 3e et dernier open call. Voilà, donc j'ai essayé de faire court, peut-être d'essayer de respecter le temps. Et si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Sinon, vous pouvez très bien m'envoyer vos emails après coup, avec plaisir. Très bien, merci beaucoup Reda. On est un peu court sur le temps, du coup je pense qu'on va proposer aux participants de vous contacter directement. Donc vous avez l'adresse de Reda qui s'affiche sur la slide. Merci beaucoup Reda d'avoir participé ce matin à la présentation et à bientôt pour les questions si besoin. Merci, au revoir. Donc je vais reprendre la main et vous présenter rapidement donc d'autres financements en cascade qui sont actuellement proposés donc par d'autres consortiums en Europe selon plusieurs thématiques. Le premier que je voulais vous présenter ce matin, c'est donc celui proposé par l'EIT Urban Mobility qui s'appelle Challenge My City.
Donc, sur la thématique ville durable, cet appel à candidature donc, propose de réaliser un pilote en conditions réelles dans un environnement urbain. Vous avez jusqu'au 8 février pour postuler et donc prétendre à un accompagnement de 12 mois de la part donc de l'Institut Mobilité Urbaine et donc jusqu'à 60 000 € d'accompagnement pour développer donc un pilote dans une des 2 villes partenaires de l'appel à projet, Toulouse ou Milan. Ce matin aussi, on va parler donc de Déméter et donc de son second appel call qui s'appelle déploiement, donc et qui vise à déployer donc de nouveaux pilotes de grande valeur dans le secteur de l'agroalimentaire. Cette fois, la deadline donc pour postuler, c'est le 16 février, donc d'ici une quinzaine de jours. Cet appel à projet propose donc à des consortiums composés de 2 ou 3 partenaires donc de répondre à des challenges définis par des agriculteurs qui souhaitent donc développer donc des technologies en rapport avec l'internet des objets, la récolte et l'analyse des données et le développement d'une agriculture intelligente. Vous pouvez prétendre pour cet appel à projet jusqu'à 150 000 € et un accompagnement de 12 mois par le consortium. Sur l'Internet des objets, mais un peu plus spécifique, c'est maintenant le consortium Assist IoT qui va vous proposer donc de postuler jusqu'au 28 février à un appel, à un open call qui vise cette fois donc à renforcer et à améliorer les fonctionnalités et applications de l'IoT et stimuler la communauté en Europe. Donc, 3 cas d'usage ont été définis par le consortium. 3 cas d'usage qui ont rapport plutôt avec des infrastructures portuaires. Et donc, le consortium prévoit de vous accompagner pendant 9 mois et vous pouvez donc toucher jusqu'à 60 000 € de subvention pour cet appel à projet. Sur la thématique de la santé, on retrouve donc EIT Health Catapult, un programme donc de formation et une compétition entre les meilleures startups européennes de la santé. 3 catégories de ce programme sont ouvertes jusqu'au 14 mars 2022, Biotech, Digital Health et MedTech. Le programme Catapulte propose un accompagnement et une formation de 1 an, une formation au pitch principalement, mais aussi vous pouvez disposer de nombreux autres prix présentés par les partenaires du programme. Une subvention d'abord qui peut aller jusqu'à 40 000 € et après la possibilité d'accompagner par exemple des pilotes dans des hôpitaux, de travailler directement avec Amazon Web Services sur l'implémentation d'infrastructures cloud ou avec un cabinet d'avocats comme McDermott Will & Emery sur des prestations juridiques. Un autre open call, cette fois plus sur la thématique sécurité, c'est Secure IT, pardon. Secure IT propose la création d'une nouvelle chaîne de valeur industrielle pour des villes et des territoires sûrs, sécurisés et résilients. Cet appel à projet et à candidature, il est ouvert jusqu'au 26 avril 2022, donc vous avez le temps. Pour vous préparer, il faut former un consortium d'au moins 2 PME européennes qui devront présenter une solution technologique innovante répondant à l'un des 3 défis suivants: protection des infrastructures critiques, résilience face aux catastrophes ou protection des espaces publics. Secure IT proposera ensuite un accompagnement de 12 mois et une subvention pouvant aller jusqu'à 60 000 €. Cap Digital est aussi point de contact national pour le programme Next Generation Internet. Next Generation Internet, c'est une initiative européenne qui essaye de façonner l'Internet de demain.
Cette initiative, elle s'adresse donc à tous les innovateurs d'Internet, que vous soyez donc chercheurs, start-upers ou dirigeants d'une PME. Donc plusieurs technologies sont adressées en particulier par donc l'initiative Next Generation Internet, parmi lesquelles on retrouve donc la gouvernance des données, la portabilité des données ou encore la décentralisation des technologies. On retrouve plusieurs open calls sous cette initiative. Je vous en ai mis ici 3, mais n'hésitez pas donc à nous contacter si vous voulez avoir plus d'informations sur cette initiative. Le principal de ces 3, c'est NGI Trublo, qui vise à améliorer la confiance et la réputation des blockchains et accroître leur transparence et leur niveau de confiance. Cet appel à projet donc, est ouvert jusqu'au 30 mars et propose une subvention pouvant aller jusqu'à 175 000 € pour fournir aux individus des moyens qui les aident à négocier et à effectuer des transactions par voie électronique sécurisées donc, par une technologie blockchain. Horizon Europe, c'est aussi donc, des projets collaboratifs européens. Donc, il y a 6 thématiques qui ont été définies donc, dans le cadre Horizon Europe par la Commission européenne. Pardon. Donc, on retrouve santé, culture, créativité et société, sécurité civile pour la société, numérique, climat, énergie et mobilité, et alimentation, bioéconomie, agriculture et environnement. Donc, ces appels à projets sont ouverts à tout type d'acteurs. Une règle, par contre, importante, c'est qu'il faut être 3 partenaires de 3 pays européens différents pour répondre à un appel à projet du pilier 2. Si vous êtes intéressé par les appels à projets collaboratifs européens, chez Cap Digital, nous pouvons vous proposer un diagnostic de votre projet et donc vous aider et vous accompagner dans la recherche de partenaires au niveau européen. Et enfin, le pilier 3 avec donc European Innovation Council, donc le Conseil de l'innovation en Europe. Le pilier 3, c'est le pilier donc accélérateur. C'est là des appels à projets individuels qui vont donc accompagner des entreprises européennes et soutenir des innovations à fort impact. Le pilier 3 accélérateur s'adresse à des PME ou startups innovantes qui sont établies dans un pays de l'Union européenne. Le pilier 3 soutient des projets qui ont une maturité et un TRL de 5 jusqu'à environ 9 et propose donc des subventions assez importantes puisqu'elles vont de 500 jusqu'à 2,5 millions d'euros. Voilà. Et donc juste par rapport à toutes ces aides européennes, il existe aussi donc des aides pour vous faire financer des consultants et donc vous aider dans la rédaction de ces appels à projets. Une aide assez spécifique régionale, c'est le FRAP, puisque c'est le Fonds régional d'aide aux porteurs de projets européens, mais pour les Hauts-de-France. Donc, c'est une aide régionale qui va prendre 100% en charge 100% des coûts de consulting. Il y a l'Agence nationale de la recherche aussi qui propose donc une aide qui s'appelle MRSEI, montage des réseaux scientifiques européens ou internationaux. Et ensuite, BPI France qui peut donc faire des diagnostics Europe ou diagnostics partenariat. Et pour en finir donc avec les appels à projets européens, je vous ai mis ici quelques webinaires et networking à noter dans vos agendas dans les jours qui suivent. Donc le 3 février, on a une journée d'information de la Commission européenne sur les appels à projets numériques. Le 3 et 4 février, c'est pour les appels à projets climat, énergie et mobilité.
Le 8 février, on aura des pôles de compétitivité, dont notamment Medicine, qui vont présenter donc, ce qu'ils appellent un infodé, une présentation donc, des appels à projets européens spécifiques, donc santé. Et ensuite, du 8 au 11 février, vous pourrez retrouver donc, les journées européennes de l'industrie en ligne et qui auront cette année pour thématique principale la résilience des entreprises à travers leur écosystème industriel. Quoi d'autre? Il nous reste donc 3 minutes, même 2 minutes pour finir donc ce R&D Corner. Donc, je vais finir avec les événements à venir. Le premier, c'est demain. Donc, demain matin, vous avez le DAPSI Final Event. Donc, DAPSI, qui est un projet sur la portabilité des données, qui organise demain son Final Event. Vous pourrez également retrouver donc, le 10 février prochain la deuxième édition de Health and the City, avec pour thématique cette fois l'alimentation et la santé. Et enfin, le 17 février, un atelier donc de l'INPI sur donc la protection des données grâce à la propriété intellectuelle. Voilà, donc je vous remercie à toutes et à tous d'avoir participé à ce 73e donc R&D Corner, le deuxième de cette année 2022. Donc je vous rappelle que pour nous contacter, l'équipe R&D, vous avez une adresse email à disposition, projet@capdigital.com. Vous pouvez également, donc, comme l'avait mis Christelle dans le chat, remplir le jot form pour nous solliciter un premier entretien. Donc, je remercie tous les intervenants de ce matin, Estelle, Marie et Reda, d'avoir participé donc, à cette matinée. Bien entendu, l'équipe R&D et l'équipe communication qui m'a aidé dans la préparation de cet R&D Corner. Et je vous donne rendez-vous donc le 1er mars prochain pour le 74e R&D Corner et le 3e de cet appel de cette année 2022. Merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée, merci.